vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons pouvoir commencer notre conférence, discussion, questions de conservation autour de l'avifaune, donc la première édition. Nous sommes très heureux d'ailleurs de tous vous recevoir. 23, on s'attendait à moins de monde avec le beau temps. Je voulais d'abord vous dire un mot sur les Amis de la Montagne et vous dire que c'est une association un organisme à but lucratif qui a été créé il y a ça plus de 30 ans et qui a été créé par des citoyens. Une des grosses parts de nos services à nous, c'est l'implication bénévole et on ne voulait pas perdre cette implication bénévole du fait de cette période de pandémie. Donc nous avions à cœur que vous soyez à la fois acteurs de la conservation de nos patrimoines sur la montagne. Et c'est pourquoi les services de conservation ont décidé de lancer ce petit format qui a un but de vulgarisation d'une part, mais aussi de vous inviter à l'action d'autre part. Et nous espérons pouvoir très bientôt pouvoir reprendre une activité entre guillemets normale d'action bénévole sur notre Mont-Royal. Comment ça va se passer aujourd'hui? Eh bien, première partie, nous allons vous présenter la richesse de la montagne en termes d'avifaune, en termes d'oiseaux. Ça va durer entre une trentaine de minutes. Et puis après, on va vraiment consacrer un temps à vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser d'ores et déjà vos questions dans le chat. On y répondra dans un second temps. Et puis surtout, si il y a un problème technique, vous ne nous comprenez pas bien, faites-nous le savoir aussi par le même chat. Comme ça, on pourra rectifier au besoin. Alors, j'ai partagé mon écran pour qu'on puisse commencer notre présentation. Parfait. Ariane, Pascal, vous pouvez me confirmer que tout le monde voit, que vous voyez bien? Oui, on est sur la première page. Parfait. Parfait. Alors, ces conférences-discussions commencent avec question de conservation, commencent avec l'avifaune du Mont-Royal. Ici, une de nos stars sur le Mont-Royal, la chouette rayée. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler des oiseaux, bien sûr, de leur observation aussi. Donc, pour une bonne observation des oiseaux, on commence par s'équiper. Alors, pour s'équiper, il nous faut une bonne paire de jumelles. Ça, c'est un outil très intéressant, un bon guide de détermination, vous en avez plein. Moi, j'ai choisi un ciblé, par exemple, mais vous en avez de toute nature. De quoi recueillir vos observations, c'est très important si vous voulez transmettre une observation fiable. Alors, moi, j'utilise des feuillets avec un crayon de bois, mais vous pouvez utiliser des applications aussi dédiées. Et puis, une bonne caméra ou une caméra peut-être pas aussi sophistiquée que celle-ci, mais elle vous permettra de prendre en photo vos observations si vous n'êtes pas sûr de votre détermination ou de renseigner, de documenter des observations un peu plus inusitées pour pouvoir les transmettre à vos consoeurs et confrères ornithologues. Alors, pour commencer, on a choisi une fenêtre de présentation du Mont-Royal un peu inusitée. L'idée, c'est de vous présenter d'abord le territoire du Mont-Royal. Et donc, le Mont-Royal, vous voyez, c'est là où il y a tous mes petits repères bleus, vous vous en doutiez, se situe sur la vallée du Saint-Laurent. Ce qui fait du Mont-Royal un territoire intéressant, c'est qu'il est à la fois isolé, mais il est situé sur des routes migratoires, par exemple, pour les oiseaux, comme l'est le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent a tracé une route avec des repères, a éliminé tous les obstacles sur cette route-là. Et en ce moment, même si on touche à la fin de la migration, vous pouvez voir des oiseaux qui empruntent cette route et qui se font étape sur le Mont-Royal. Si on s'en approche de ce territoire, on va se rendre compte que le Mont-Royal a des collines sœurs qu'on appelle et fait partie des montérégiennes, vous le saviez. Il y a quand même quelques points communs et différences. Si je m'approche par exemple de Rougemont ici ou du Mont-Saint-Hilaire, on s'aperçoit qu'il y a de la forêt mature surtout, et puis des pièces d'eau comme le lac. Et puis ce qui frappe surtout, c'est le côté isolé de la montagne, de ces montagnes-là.
ici isolé au milieu des grandes cultures et puis de la ville à l'ouest pour le Mont-Saint-Hilaire. Si on s'approche de notre île de Montréal, qui est déjà une île, donc déjà une enclave, vous allez voir qu'il y reste peu de zones vertes, entre guillemets, des zones des hotspots de biodiversité. Il vous reste dans l'ouest de l'île et le long de la rivière des Prairies du Saint-Laurent quelques parcs nature, bien sûr. Le technoparc, une des grandes zones pour les pour les oiseaux, en tout cas sur l'île de Montréal. Et puis quelques parcs de ville avec des pièces d'eau, mais le Mont-Royal constitue un des derniers bastions de biodiversité au sein d'une île très urbanisée, très minéralisée. Si on s'en approche encore un peu plus, on se rend compte effectivement que le centre-ville est vraiment très proche et que tout autour, même s'il reste quelques quartiers un peu arborés, c'est vraiment un environnement urbain. Le Mont-Royal est moins uniforme que les autres montérégiennes si on s'en approche, et c'est ça qui va nous intéresser pour les oiseaux, c'est cette mosaïque de milieux, cette diversité-là. Et si je commence par une unité géographique qu'on va définir comme cimetière, eh bien, c'est là où j'ai commencé mes observations d'oiseaux au Québec, c'est dans le cimetière. Alors pourquoi le cimetière? Parce qu'en fait, on a une grande distance de détection des oiseaux. Vous pouvez voir très loin, en somme. Et puis, il y a une grande diversité de milieux. Et moi, je le comparerais à un écosystème bocager. Alors, un écosystème bocager, c'est des prairies entrecoupées de haies. Normalement, il y a du pâturage dans ces prairies, mais là, c'est entretenu par l'homme. Et les haies sont un refuge pour les oiseaux. Alors ça leur sert à la fois de cantine, il y a de quoi manger, une grande diversité d'arbres à fruits et d'arbustes à fruits dans le cimetière. Et ça sert aussi de nurserie, bien sûr, pour faire son nid, de couloir de déplacement sécuritaire pour éviter les prédateurs. Cela joue de grandes fonctions écologiques, la haie, et c'est intéressant sur le Mont-Royal. Autre zone, le bois Summit, alors qui est une forêt mature, mais on peut aussi ajouter du côté de l'oratoire Saint-Joseph quelques boisés et l'oratoire en lui-même qui accueille quelques oiseaux. Vous pouvez aller ensuite pour découvrir les oiseaux sur notre beau territoire dans le parc Tiohtià:ke, dans Outremont, avec quelques zones ouvertes, de la forêt mature qui n'est pas aussi uniforme qu'on pourrait le penser. On y reviendra dans la diapo suivante. Et puis enfin, la zone que nous avons tous parcourue, que nous aimons tous, la zone cœur, l'appellerons-nous, le sommet, ici, le sommet du Mont-Royal, avec la Fougeraie, et puis le Piémont. Quelques zones ouvertes de champs et une pièce d'eau artificielle nommée le lac au Castor, sur laquelle on va trouver des espèces sur le Mont-Royal qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je pense au canard colvert, je pense au cormoran, mais aussi parfois des huards qui peuvent se retrouver là. Et puis la zone du marécage qui se situe juste en dessous du belvédère, qui est une zone aussi très riche et très intéressante pour nombre d'espèces d'oiseaux. Alors je vous le disais, l'apparente uniformité et homogénéité du Mont-Royal, vue du ciel, n'est pas aussi évidente quand on se plonge dans les cartes. Alors, c'est cette carte qui a été créée, voilà. Elle a été créée en 2006-2007, et puis remaniée ensuite, révisée. Mais il reste quand même à vous dire que les milieux naturels du Mont-Royal évoluent. Donc, vous voyez cette masse de forêt qu'on voyait vue du ciel qui avait l'air uniforme, eh bien, en fait, est divisée en différents peuplements forestiers qui intéressent différentes espèces d'oiseaux. Donc, vous ne retrouverez pas les mêmes espèces d'oiseaux partout sur le territoire du Mont-Royal. Il y a des espèces qui préfèrent les zones ouvertes, qui préfèrent les boisés, mais aussi des espèces qui préfèrent des forêts conifériennes ou qui préfèrent des boisés plutôt mixtes. Ici, on peut voir en bleu marine des érablières sucrières à frêne. Alors, quand vous entendez frêne d'Amérique, vous pensez peut-être à grille du frêne. Et donc, c'est effectivement dans ces zones-là, les zones bleu marine, qu'on fait les plus grosses coupes, mais dans d'autres aussi, où on aura coupé 10 000 frênes quand les travaux seront finis, ce qui change énormément la composition de nos peuplements forestiers. Aujourd'hui, certains animaux, oiseaux comme les piscidés, donc tout ce qui est
pic chevelu, pic mineur ou grand pic profitent de ce bois mort et de cette ressource alimentaire, mais d'autres oiseaux vont sûrement subir des conséquences quant à la disparition de nos frênes. Et puis, vous dire aussi que dans la clairière qui se trouve juste ici, qui était caractérisée en champ, la clairière Shriners, elle est en voie de fermeture, c'est-à-dire que c'est des sumacs qui prennent le dessus maintenant. Donc c'est une friche à sumac. La fermeture des milieux est une dynamique naturelle, mais au niveau du Mont-Royal, on peut se rendre compte que des champs, il reste que des aires gazonnées entretenues par l'homme et le cimetière. Sinon, les autres zones de champs deviennent de plus en plus rares. Je vais fermer ce panneau et je vais terminer en vous posant une petite question, au cas où vous seriez endormi durant ma longue présentation. Voici un écosystème artificiel cette fois, mais qui se rapproche d'un écosystème tout à fait naturel. Alors, prenez peut-être en note ou dans votre tête la réponse. Je vous demande à quel écosystème vous fait penser la tour de l'UDM et quelles espèces on peut retrouver sur la tour de l'UDM qui sont inféodées normalement, c'est-à-dire qui se tiennent normalement dans les zones naturelles que représente l'UDM. On y reviendra dans le temps de questions si ça vous motive. Alors, j'ai terminé ma présentation et puis je vais pouvoir donner la parole à Pascal, ma collègue au service de conservation. Pascal, je te laisse nous partager ton écran. Oui, alors merci beaucoup, Lucas. Avec plaisir. Donc, on va aborder maintenant différentes études ornithologiques qui ont été effectuées sur la montagne et les différents parcs nature environnants. Donc, il y a des recensements d'oiseaux nicheurs et migrateurs qui ont été effectués en 2004, 2014 et 2020. En 2004, les études avaient été effectuées par le groupe CREB, en 2014 par le groupe Hémisphère. Donc, le recensement d'oiseaux migrateurs va se passer vers la fin du mois de mai, donc pendant la période de migration, tandis que le recensement d'oiseaux nicheurs, lui, va être un petit peu plus tardif par la mi-juin. Grosso modo, comment on effectue ces recensements-là? Eh bien, on va cibler un maximum de stations d'écoute dans des habitats, dans les différents habitats qu'offre la montagne ou les parcs nature. Et on va rester à ces stations d'écoute-là pendant un temps déterminé où on va noter toutes les espèces vues ou entendues pendant cette période de temps-là. On s'assure que les stations soient séparées d'au moins une cinquantaine de mètres afin d'éviter de noter un oiseau dans plus d'un habitat. Donc, comme l'a bien dit Lucas tantôt, l'isolement de la montagne par rapport aux forêts continentales ainsi que l'hétérogénéité de ces peuplements forestiers sont deux facteurs qui caractérisent le Mont-Royal et qui vont grandement influencer la composition des oiseaux qu'on y retrouve. Donc, si on parle de l'isolement, eh bien, ce n'est pas surprenant d'apprendre que les espèces les plus abondantes sur la montagne, eh bien, c'est celles qui sont très peu sensibles à la fragmentation. Donc, parmi les espèces les plus abondantes qu'on peut retrouver, on a ici de gauche à droite le viréo aux yeux rouges, la mésange à tête noire, ainsi que le chardonneret jaune. À l'inverse, les espèces qui sont très sensibles à la fragmentation sont sous-représentées sur la montagne. Et cet isolement-là, en fait, ça rend ces espèces-là très vulnérables à l'extinction locale si l'isolement s'accentue par la perte des boisés adjacents. Donc, tous les boisés que compose Montréal sont vraiment super importants pour les espèces très sensibles au morcellement. Quand on parle d'hétérogénéité, on peut considérer en fait que le Mont-Royal est une forêt semi-naturelle. Donc, il y a certains secteurs où les forêts sont naturelles, tandis que d'autres ont subi des grands travaux de plantation. Au cours des années 50, il y a d'ailleurs plusieurs espèces de conifères qui ont été plantées sur la montagne. On parle d'épinettes blanches, de pins blancs, de pins rouges. Et ces conifères-là, en fait, sont très peu présents ou même, voire parfois absents dans les parcs nature adjacents. Donc, ça, c'est super intéressant pour les oiseaux
associées aux forêts conifériennes et ça se reflète dans les résultats des différents recensements. Il y a plusieurs espèces qu'on va retrouver uniquement sur la montagne et pas dans les parcs nature, et c'est directement lié au fait de la présence de forêts de conifères. Donc, pour vous en donner deux exemples, on a ici à gauche le Ginkgo ardoisé et ici à droite l'Astelle à poitrine rousse qu'on peut observer près des conifères sur le Mont-Royal. Ce qui est très frappant entre les résultats des recensements de 2004 et de 2014, c'est la diminution du nombre d'espèces nicheuses sur la montagne. Donc, on est passé de 48 espèces en 2004 à 32 espèces en 2014, ce qui correspond à une diminution de 32,5 Il faut comprendre que les populations peuvent varier énormément sur des courtes périodes de temps. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est un événement ponctuel qui s'est passé en 2014 ou est-ce que ça s'inscrit dans une tendance à long terme? On a une récente étude qui a été publiée en fait en 2019 qui regroupe 529 espèces aviaires partout en Amérique du Nord, dont les résultats sont très frappants. Si on regarde les graphiques B et C, on a différentes catégories d'oiseaux, donc des oiseaux associés au milieu côtier, des oiseaux associés aux forêts boréales, et on peut voir leur changement en pourcentage dans leur population depuis 1970. Donc, on voit que ce n'est pas toutes les catégories d'oiseaux que leur population réagit de la même façon, en fait. Si on regarde les oiseaux associés au milieu humide, on voit qu'il y a une augmentation dans leur population, tandis que si on prend en considération les oiseaux associés aux prairies, eh bien, eux, on voit une forte diminution d'une valeur de 74 de leur population depuis 1970. Eh bien, quand on fait la somme de toutes ces valeurs-là, on obtient la valeur nette dans la tendance des populations d'oiseaux. Donc, on voit le changement en milliards d'oiseaux au fil du temps et on voit que c'est vraiment une diminution qui est pratiquement linéaire. Et on a assisté en fait à une diminution de 29 de l'abondance aviaire, ce qui correspond à environ 3 milliards d'oiseaux de moins dans le ciel aujourd'hui comparativement à 1970. Ouais. Donc, le cas du Pioui de l'Est, c'est un exemple concret du rôle positif que peut jouer la montagne sur les différentes populations aviaires. Ces populations sont en constante décroissance depuis les 40 dernières années et elle a même été classée espèce préoccupante en 2012. Il y a plusieurs causes potentielles de son déclin qui ont été énoncées, dont la perte de leur habitat d'hivernage en Amérique du Sud ou la diminution de la quantité de proies. C'est un oiseau insectivore, donc on parle ici des insectes. Par contre, cette diminution-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se fait absolument pas ressentir sur la montagne. On a même assisté à une légère augmentation entre 2004 et 2014 de leur population et elle s'est même classée au 7e rang des espèces aviaires les plus abondantes sur la montagne. Les causes de ce phénomène-là, de pourquoi les populations de Pioui de l'Est sont autant en santé sur le Mont-Royal, ne sont pas tout à fait connues encore aujourd'hui. Donc, on peut énoncer diverses hypothèses, par exemple, que le Mont-Royal a une énorme abondance d'insectes et c'est un vrai festin pour le Pioui, ce qui expliquerait en fait le maintien de sa population. Si jamais vous pensez à certaines hypothèses et que vous voulez les partager, je serais très intéressée de les écouter pendant la période de discussion qui suivra. Le cas du merle bleu de l'Est est aussi un cas super intéressant. Il a été classé espèce préoccupante en 1984. Quand on s'est penché sur les causes de cette diminution-là, on s'est rendu compte que le facteur principal était la perte de lieux pour construire son nid. Donc, c'est une espèce cavicole qui va nicher dans des cavités. Et au cours de ces années-là, on avait un abattage excessif des chicots, qui sont en fait des arbres morts qui tiennent debout, où les pics c'est très pisé pour les pics pour faire leurs cavités, qui après ça, les années suivantes, sont réutilisés par plusieurs autres espèces.
Il y avait aussi le rôle des clôtures de tuyas qui étaient utilisées pour délimiter les champs, qui ont été remplacés en clôtures de métal, et ça a grandement affecté le merle bleu. En réponse à ce déclin-là, il y a eu un programme d'installation de nichoirs sur l'étendue de son territoire de nidification. Les Amis de la Montagne ont contribué à ce projet-là en installant 28 nichoirs dans le parc du Mont-Royal. C'est un projet qui a été effectué en collaboration avec une école adjacente à la montagne. Donc, les élèves ont construit les nichoirs, puis sont venus par la suite les installer sur le Mont-Royal. Ici, on voit où sont installés les nichoirs sur le Mont-Royal. Donc, pour vous situer un peu, est-ce que vous suivez bien mon curseur? Parfait, génial. Donc, ici, on a le belvédère Condiaronc, la boucle du sommet. On a ici la maison Smith et on voit ici le cimetière. Donc, ce qui ressort des résultats de nos suivis, c'est qu'à chaque fois qu'on a trouvé des nids de merle bleu, ils étaient dans ce secteur-là. Aux 28 nichoirs présents dans le parc du Mont-Royal s'ajoutent 78 dans le cimetière du Mont-Royal et eux, ils connaissent un vraiment grand succès, sont vraiment souvent utilisés par les merles bleus pour faire leur nid. Donc, on suppose que c'est pour ça que les merles bleus sont toujours retrouvés à faire leur nid dans ce secteur-là. Par contre, ça ne veut pas dire que les autres nichoirs sont inutiles pour autant, parce qu'il y a plusieurs espèces qui vont utiliser ces nichoirs-là pour faire leur nid. On pense entre autres à la mésange qui, à chaque année, on la retrouve à faire son nid dans différents nichoirs. Donc voilà. En fait, ce programme-là, ça a tellement été un franc succès que ça a pris seulement 12 ans afin que les populations de merles bleus reviennent à la normale. Et depuis, elles sont en constante augmentation. Donc, je vais maintenant passer la parole à Ariane, qui va nous parler un peu plus de nos projets d'implication bénévole. Merci Pascal, super intéressant. Donc, sur la montagne, les Amis de la montagne s'impliquent dans plusieurs projets ornithologiques. L'un d'eux, c'est le recensement des oiseaux de Noël, qu'on appelle le Christmas Bird Count. Donc, il s'agit d'un décompte en décembre. Donc, c'est un projet de science citoyenne qui est orchestré par Audubon Science Team. Donc, on va vraiment compter les oiseaux qu'on voit sur la montagne et un peu dans le centre-ville. Puis, on va ramasser ces données-là avec l'organisme, justement, de Christmas Bird Count pour avoir une belle banque de données. Ensuite, les Amis de la montagne, depuis les coupes de frênes, justement, ont commencé à faire des stations d'écoute d'oiseaux nocturnes en janvier et février, lors de la période de nidification de ces oiseaux-là. Donc, ces stations d'écoute-là sont effectuées par le service de conservation des Amis de la montagne. On a aussi le projet Feeder Watch pour lequel participent les Amis de la montagne et leurs bénévoles. Donc, le projet Feeder Watch, c'est une enquête de novembre à avril sur les oiseaux qui visitent les cours arrière, les centres nature et aussi les centres communautaires, d'autres endroits aussi en Amérique du Nord. Dans le fond, ça a été débuté en 1976 en Ontario par une ornithologue qui s'appelle Erika Dunn. Donc, ça a commencé en petite échelle. Pendant 10 ans, c'est resté à environ 500 participantes, jusqu'à leur collaboration avec le Cornell Lab of Ornithology, puis les Bird Studies Canada, en 1987. Maintenant, c'est rendu un projet d'envergure qui se déroule partout en Amérique du Nord, qui regroupe actuellement 20 000 participantes par année. Les objectifs, en fait, de ce projet-là sont simples. C'est de suivre le mouvement des populations d'oiseaux qui vont rester en Amérique du Nord, sur le continent, et de déterminer les tendances à long terme sur l'abondance de l'aire de répartition. Dans le fond, combien d'oiseaux il y a, puis où sont-ils? Dans le fond, le Cornell Lab, qui s'est associé en 1987, ont sorti un article scientifique en 2017, donc pour les 30 ans d'anniversaire,
ils ont sorti les tendances. Donc, vous allez pouvoir regarder sur le site feederwatch.org. Il y a un lien pour aller voir cet article-là qui est fort intéressant. J'ai ressorti des petites tendances que j'avais trouvées justement pertinentes à vous montrer ce matin. Donc, on peut voir ici sur ce graphique-là que depuis 1989, les cardinaux ont vraiment élargi leur aire de répartition en poussant plus au nord. Vous voyez ici dans le graphique de 2015-2016, là, on s'est étendu pas mal vers le Québec. Ça ici, les scientifiques disent que ce serait grâce à l'abondance de nourriture fournie justement par les humains qui ont aidé l'espèce à coloniser de nouvelles ressources. On dit aussi que la présence de plus en plus d'arbustes dans les cours arrière favoriserait son établissement pour l'hiver dans nos cours. Une autre tendance qu'on a remarquée, il s'agit de la tendance de l'épervier de Cooper qu'on a la chance de voir assez régulièrement sur le Mont-Royal. Donc, celui-ci resterait près des mangeoires d'oiseaux durant l'hiver, à la place de migrer vers le Mexique, mais pour d'autres raisons que la nourriture directement offerte par les mangeoires. Lui ferait plus de la prédation des petits oiseaux qui vont manger, eux, aux mangeoires d'oiseaux. Donc, il s'agirait vraiment d'un changement de stratégie d'hivernage. C'est une augmentation qui est assez constante, là, vous pouvez le voir, depuis les années 1990. Dans le parc du Mont-Royal, le projet Feederwatch a été instauré en 2005-2006. Donc, c'est la 16e saison cette année. C'est un projet qui implique plus de 300 bénévoles seulement sur le Mont-Royal. On compte actuellement près de 1500 dénombrements de 16 300 oiseaux et de 33 espèces différentes. Ça vaut pour à peu près plus de 3000 heures de bénévolat. Donc, c'est le plus gros projet de bénévolat qui se déroule sur la montagne pendant l'hiver. Ça ici, je trouvais pertinent de vous le montrer. C'est vraiment les données qu'on a récoltées à partir de nos données Feederwatch sur la montagne. Donc, vous avez ici des pics d'abondance. Ici, c'est l'abondance d'oiseaux. Des pics d'abondance par année de certaines espèces d'oiseaux qu'on retrouve aux mangeoires. Si on regarde ici ce pic d'abondance-là qui est associé au ciserin flammé, on peut voir que ce sont des pics qui sont bisannuels, ce qui est caractéristique de l'espèce parce qu'en fait, le ciserin flammé, lorsqu'il y a assez de nourriture au nord, il va rester plus au nord du Québec et ne pas migrer vers le sud, vers Montréal, vers le Mont-Royal. Donc, c'est caractéristique de cette espèce-là. Ce qui est intéressant du projet Feederwatch, justement, c'est d'accumuler une grande banque de données pour pouvoir ensuite expliquer ces phénomènes-là avec vraiment des raisons concrètes comme l'abondance de nourriture. Donc, voilà, j'espère avoir piqué votre curiosité face à ce projet Feederwatch-là. Je sais que j'ai peut-être reconnu quelques participantes parmi vous qui ont déjà suivi la formation de hier. Donc, notre formation cette année, c'est une formation en ligne. Puis, le projet Feederwatch, étant donné que c'est un projet qui n'a pas besoin de se rassembler, vous pouvez venir d'une façon autonome sur la montagne, bien, elle se tient en ce moment. Là, les formations vous pouvez y accéder par le site des Amis de la montagne. Merci Ariane, merci beaucoup. C'était une présentation, vous le voyez, qui vise aussi à vous inviter à l'action. Mais l'action aujourd'hui, c'est aussi qu'on puisse répondre à vos questions et que vous puissiez nous faire aussi des remarques peut-être, ou comme le disait Pascal, apporter des hypothèses si vous en avez envie.